Bonjour tout le monde. C'est intimidant d'entendre tout ça. Je ne serai pas aussi spectaculaire que mes prédécesseurs. Voilà. Je suis très content de vous voir nombreuses et nombreux et je vais vous présenter aujourd'hui euh, une, euh, une proposition qui s'appuie sur une réflexion que j'ai menée déjà, mais qui va nous mener assez rapidement dans la pratique pédagogique. Euh, et je vais vous parler un peu de comment ça se passe parfois dans ma classe. Puis quand on aura la période de discussion, on pourra voir comment ça se passe aussi dans la vôtre. Alors, si on prend le temps de regarder un instant l'image que je vous propose ici, on peut dire et faire dire bien des choses à la lecture et au livre, mais pour nous tous qui avons choisi d'étudier la littérature et de l'enseigner, on a un jour ou l'autre dans notre parcours eu envie de s'envoler à travers les pages d'un livre. Euh, et quand on veut se poser la question de l'enseignement de la littérature, on va se dire euh, comment et pourquoi l'enseigner. Euh, c'est la grande question. D'ailleurs, les gens qui ont pu lire la presse hier voyaient que Karine Solar, on la lui posait la question, puis comment devrait-on l'enseigner? J'ai beaucoup aimé les réponses qu'elle a faites dans ce texte-là. Il y aura des échos ici, mais on peut se poser, en fait, et pour voir un peu comme dans le spectre de la lumière, aux deux extrémités, ce qu'on voit peu ou moins bien, l'ultraviolet, l'infrarouge, délimite le spectre visible. On va se poser cette première question. Pourquoi, comment enseigner la littérature? On pourrait se dire, ben, parce que la littérature se suffit à elle-même, c'est un en soi. C'est souvent ce qui va nous animer, nous, qui aimons la littérature. On voudrait pouvoir la faire vivre à la limite comme un monde et qui n'a pas besoin des contingences terrestres. Mais on peut se dire aussi, et d'autres voudraient que ce soit ça, et d'autres qu'on n'aime pas entendre parfois, on pourrait se dire qu'on doit enseigner la littérature parce qu'elle est tributaire de la langue et qu'elle doit servir à l'apprentissage de la langue, puis aux autres apprentissages. Puis là, voilà, hein, la littérature aura rempli son office. Euh, la posture qui est la mienne et que je vous présente là, c'est vraiment celle de l'intersection. Moi, je pense qu'on peut faire parler la littérature euh, à travers les connaissances des autres disciplines. On en a eu une démonstration assez manifeste tout à l'heure. Et quand on parle d'interdisciplinarité, je veux ajouter à ça l'interdiscursivité. Euh, la proposition que je fais, et on l'avait avec le pendule tout à l'heure, tous ne vibrent pas à la même fréquence. Et, et comment on va aller avec un livre à la rencontre d'un groupe et comment dans ce groupe-là, on va toucher les personnes. Ça, c'est ce qui m'anime quand je suis devant la classe. Je vous propose d'emblée quelques œuvres que j'utilise dans cet enseignement, dans différents cours. Beaucoup de ces œuvres-là sont issues de la production de la littérature et de la culture québécoise. Vous voyez d'un côté de l'écran davantage des romans, des récits. De l'autre côté, il y a un film, il y a des pochettes de musique. Euh, pour moi, la littérature ne se trouve pas que dans les pages des livres, elle déborde. Euh, enseigner un texte de chanson, ça peut nous mener très loin et souvent c'est une amorce intéressante. On sait que derrière le film, il y a le scénario. On en a eu hier une belle preuve avec La Petite et le Vieux de Marie-Renée. Il y a un roman, puis quelqu'un prend ça, fait sa lecture de ce roman-là et nous propose donc une remouture de l'histoire à travers un autre médium. Et moi, je fais se parler ces arts-là dans la classe, puis j'invite aussi les jeunes à tirer de ce qui est leur culture à elles et à eux, euh, les points vers
enfin à partir desquels venir vers le groupe, la classe et le livre. J'aime bien cette évocation de Daniel Tammet que vous connaissez peut-être. C'est un mathématicien et écrivain britannique. C'est celui qui a écrit Je suis né un jour bleu. Euh, c'est quelqu'un qui vit avec la réalité là, du spectre de l'autisme. Et dans une entrevue à Cordeau Devoir il y a quelques années, il disait ceci: les livres ont été une passerelle entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ils m'ont aidé à vaincre la prison de l'autisme. Dans les livres, il y avait des émotions, des dialogues. J'ai appris ce que c'était la joie, la tristesse, le deuil, la curiosité. Après, j'ai pu aller dans la cour d'école et parler comme les personnages dans les livres. Au début, je faisais des fautes. Mais à force de faire comme ça, j'apprenais. Je devenais un être de plus en plus social. Et, et je pense que la lecture peut nous outiller dans notre vie. J'en échappe mon carnet. Euh, et et il y a plusieurs scientifiques qui se sont intéressés au pouvoir de la lecture. Comment la relation qu'on établit avec un livre va-t-elle transformer l'être qu'on est? Et ça, vous le savez, mais allons voir ce que nous dit Keith Oatley, un professeur de, de psychologie de l'Université de Toronto qui a travaillé beaucoup sur euh, la relation qu'on peut établir entre la perception du réel et la perception du réel simulé à travers des œuvres de fiction. Ce qu'il nous rappelle, c'est que les scientifiques utilisent des cercles pour résoudre des problèmes de physique. Et de la même façon, les auteurs, les lecteurs utilisent des personnages de fiction pour réfléchir aux personnes qu'ils côtoient tous les jours. Tout comme les simulations sur ordinateur nous ont aidés à comprendre la perception, l'apprentissage et la mémoire. Les histoires sont des simulations susceptibles d'aider les lecteurs à comprendre non seulement les personnages de romans, mais la psychologie de l'homme en général. Euh, et quand on cherche à comprendre comment tout ça peut s'agir, euh, je vous amène du côté d'une autre étude qui a été faite aux États-Unis cette fois, une étude de Geoff Kaufman et Lisa Libby. Ça a été mené à l'université Ohio State. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un phénomène de prise d'expérience qui se fait à travers la lecture. Et ça se produit chez le lecteur qui se fond à la trame narrative. Pour ça, on va parler d'oubli de soi-même quand on entre dans l'histoire. Et et le personnage va se fondre à la trame narrative comme s'il était un personnage de l'histoire, un personnage du monde de la fiction, et va épouser l'état d'esprit, la perspective de celui-ci à mesure que progresse l'histoire. Donc, le phénomène d'identification. Et, et pour que ça arrive, il y a trois conditions, nous dit-on, qui doivent être réunies pour que la lectrice ou le lecteur entre dans cette phase de prise d'expérience. Première caractéristique, d'après l'étude qu'ils ont faite, la narration au jeu va être plus efficace pour favoriser l'identification du sujet lecteur au personnage narrateur. Ça peut guider parfois nos choix d'œuvres et celle que je vous présentais tout à l'heure offre en bonne partie cette caractéristique-là. Ensuite, on ajoute ce deuxième déterminant, plus le partage de déterminants sociodémographiques est grand, plus l'identification du lecteur au personnage est forte au départ. Mais la différence n'est pas un obstacle. C'est le troisième postulat qui a été démontré par cette étude. S'il y a une différence fondamentale entre le personnage et le sujet lecteur, plus la révélation de la différence fondamentale survient tardivement, plus son effet de distanciation est réduit. Si on pense à ce qu'on a pu voir, les gens qui étaient hier à la projection du film, ceux qui ont lu La Petite et le Vieux, Marie-Renée Lavoie nous offre ce phénomène-là en mise en abîme dans son ouvrage. La petite Hélène se reconnaît dans le personnage de Lady Oscar.
Et, et plus tard dans l'œuvre, Roger va, avec des efforts de lecture très grands, mais vivre une transformation forte, va vivre une prise d'expérience, à tout le moins une prise de conscience, en, en pouvant arriver à s'identifier au personnage qu'il trouve dans Le vieil homme et la mer. Donc, si on poursuit dans cette veine-là, je nous ramène à Québec avec Jean Désy, que vous connaissez peut-être. Euh, Jean Désy qui pose cette question-là pour les futurs médecins qu'il forme. Lui, il a mis l'étude de la littérature au service de la formation des médecins. Et dans un texte qui s'intitule Les étudiants, publié dans Vivre ne suffit pas, qui est un recueil d'essais courts, il y a ceci qui est très intéressant. Il dit, à qui ai-je donc affaire aujourd'hui en tant que soignant? On peut se poser la même question, nous. À qui ai-je donc affaire aujourd'hui en tant que prof quand je regarde les gens dans ma classe? Quel est cet individu devant moi? Tout à coup, pareil à un personnage de théâtre, pareil à ces êtres que mettent en scène Shakespeare ou Molière. Personnages qui tous trouvent leur écho dans le monde. Et il, il pose la question, il la retourne vers lui, moi, lecteur soignant, on pourrait dire moi, lecteur professeur, puis-je croire que j'arriverai à comprendre ce personnage narrateur, cet étudiant devant moi là, qui est là et qui regarde et qui dit ouais mais là monsieur, il faut vraiment le lire au complet. On cherche d'où vient cette résistance parfois. Euh, Si on revient à la proposition de Daisy, puis on va revenir au phénomène de prise d'expérience, euh, dans, dans ce texte, il poursuit en nous parlant de la sympathie, de l'empathie. En fait, quand on entre en résonance avec une œuvre, on peut se prendre de sympathie pour un personnage. Dans la réalité d'un aide-soignant, si on est en état de sympathie, on va souffrir au contact de la souffrance de l'autre et on n'aura pas le recul requis pour aider vraiment la personne. On va à la limite être aussi désarçonné, désemparé qu'elle. L'empathie va nous permettre de comprendre le monde, comprendre la situation telle que la personne la vit et on va pouvoir se mettre à la place de l'autre pour la comprendre et garder notre distance requise pour éventuellement aider cette personne-là. Et quand on parle du phénomène de prise d'expérience qui arrive à travers la littérature, on va glisser vers un phénomène qui a été nommé aussi, qui est celui de l'empathie fictionnelle. Et cette empathie se développe, se nourrit de la même façon que l'empathie dans les relations humaines, mais par la fréquentation de personnages qui évoluent dans des univers de fiction, donc le roman, le film, la poésie, tout ce qui va ouvrir notre, notre envie de vibrer en communion avec le personnage dont on découvre l'histoire. L'empathie fictionnelle, nous dit la professeure et chercheure Véronique Larrivée, euh, qui travaille en France, donc à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle a travaillé sur l'empathie fictionnelle. Elle nous dit, une fois le lecteur positionné mentalement dans l'univers fictionnel, les personnages de fiction deviennent donc des sujets de conscience avec qui il entre en relation empathique. Je pense que vous avez vécu ce phénomène-là en lisant bien des ouvrages dans votre vie et vous avez ressenti. Ce qu'elle nous dit, c'est que le lecteur utilise son corps comme analyseur pour tirer des résultats de cette simulation, la simulation dont parlait Keith Oatley, le monde littéraire qui est comme un décalque, parfois qu'on trouve plus beau que celui qui est représenté du monde réel. Donc, le lecteur utilise son corps comme analyseur pour tirer des résultats de cette simulation en attribuant au personnage les résultats de la simulation effectuée. Il comprend dans quel état mental celui-ci se trouve. Et c'est là que j'arrive à ma proposition pédagogique. Euh, on est toujours à s'intéresser au livre et à la lecture. Ce que je propose aux étudiants,
Et en dehors de la seule dissertation critique ou analyse critique, ou enfin, c'est bien, là, mais on aime autre chose aussi. Donc, mon petit carnet qui était tombé, souvent, souvent, je propose ça aux jeunes. Parfois, je peux même leur donner un carnet au premier cours et je les invite à noter leurs impressions de lecture. Et puis là, ils vont me dire, oui, mais c'est quoi les thèmes, les personnes? Non. Peut-être que tu n'as rien à noter, mais s'il y a une phrase que tu trouves belle, une idée qui te vient, écris ça. Euh, dessine ça. Ça te fait penser à une chanson que tu aimes, fais le lien. Donc, marquer sa lecture. En fait, quand on parle de lecture et d'interdisciplinarité, ces jeunes-là vivent des vies multiples. On en a tous, nous, plusieurs. Ils ont plusieurs chapeaux, eux aussi. Et dans nos classes, ils proviennent de différents programmes, de différents profils. Et moi, je les invite à lire avec qui ils sont. Donc, je leur propose une première lecture d'appropriation qui est fondée sur une forme d'intuition. Et ensuite, à, une fois que je leur aurai présenté le travail qu'ils auront à faire, ben, on va y aller avec une deuxième lecture d'intégration. Et là, je vais vraiment leur dire, vous avez d'autres savoirs. Vous arrivez avec un bagage de connaissances et vous n'avez pas à le tasser. La littérature, c'est pas la petite case qu'on ouvre pour le cours de littérature. Vous arrivez avec tout ce que vous êtes. Et s'il y a des notions de votre champ disciplinaire, et ça, évidemment, je le reprends avec le travail que j'ai fait, un cours de communication que j'avais développé pour nourrir le développement d'une communication empathique avec les gens qui sont dans les programmes de santé, mais je me suis beaucoup inspiré de ça pour ramener ça dans mes cours de la formation générale. Donc, on a des connaissances, on y puise. Euh, et le travail que je vais leur proposer, c'est vraiment de se préparer à faire partie d'un petit groupe où on va mener une table ronde. Oups, là, je suis allé trop loin. Voilà, on revient. Si on regarde, ça arrive assez gros, je crois. Deux ouvrages que j'ai proposés cette année pour les tables rondes. Je les ai choisis parce que ça permettait la prise d'expérience dont je vous parlais tout à l'heure. On a Rue de Kim Thuy, L'Orangerie de Larry Tremblay. Là, les deux fiches que l'on voit, euh, je leur propose une approche quand ils vont dans leur lecture intuitive, une approche un peu journalistique. Qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Et on fait ça pour tous les textes. À la fin, ils n'ont plus du tout besoin de la feuille. Ils savent. Ils trouvent leur repère. Et on fait ça pour un poème, comme pour un roman, comme pour un film, comme pour une publicité dans un cours de communication. Là, ça fonctionne partout. Voilà. Si je reviens aux deux romans que j'ai proposés cette année, ils offrent beaucoup de points de jonction et ce que je leur propose, c'est, vous le voyez là, c'est de porter attention dans la lecture d'intégration à 8 axes thématiques qui vont se retrouver dans l'un ou l'autre des deux romans que j'ai choisis. Quand je mets une autre œuvre au programme, je propose une autre structure pour entrer dans les thèmes de l'œuvre. Cette année, je leur proposais au choix pour les tables rondes de lire Rue ou l'Orangerie. Ils décident, ils me font part de leur choix. Je forme des petits groupes de 4 à 6 personnes. Et puis, il y a une programmation ensuite et on va travailler sur ces thèmes-là qui seront préparés. Donc, ici, on pense à l'animation et au partage. Une fois qu'on a parlé du livre, de la lecture, on sait qu'il y a une sorte de... On imagine ça un peu comme un axe linéaire. Il y a soi et le livre, et que faut-il faire avec? Il faut le lire. Et, et ça peut être un peu comme un tunnel, une ligne, puis on arrive au bout, on l'a lu. Je l'ai lu. Mais qu'en a-t-on retenu? Donc, notre travail à nous, c'est d'ajouter l'axe vertical.
c'est de trouver, par le travail qui sera le nôtre, on pourrait le nommer ici, à faire en sorte d'animer et de susciter le partage. Et, et la lecture seule ne suffit pas. Il va falloir ajouter les arêtes là, pour faire notre cerf-volant, si on veut, entre soi et lire, entre autrui et le partage. C'est l'animation du professeur qui va faire en sorte que le livre va pouvoir s'envoler. Ça prend une surface. Je vous donne ici des exemples. Deux quatrains tirés de deux textes poétiques de deux époques très différentes. Mais en fait, que dit-on? C'est la même chose. Pierre de Ronsard fait face à la mort et il dit « Je n'ai plus que les os ». Et dans La tête haute des cow-boys fringants, on a l'histoire d'un jeune homme de 19 ans qui est atteint d'un cancer et il apprend dans le milieu de la chanson qu'il ne s'en remettra pas et il veut descendre la côte la tête haute. Si on lit le poème de Ronsard, on écoute la chanson des cow-boys, on voit le texte. Et là, ben, pour le travail d'animation, le travail de partage, ben, je vais proposer des questions pour avoir une action consciente qui va nous mener à faire une lecture de prise d'expérience. Qu'est-ce que cette situation soulève comme enjeu humain? Puis-je me reconnaître en partie dans cette situation? Reconnaître un ou une de mes proches? De quelle manière pourrais-je exprimer ce que je ressens si je vivais une telle situation? Et là, parfois c'est seul, et là je dis sortez votre petit carnet. On prend 10 minutes, un quart d'heure, puis on répond. On ose approfondir ces réponses qu'on va donner à ces questions-là. Parfois, ça va être en petits groupes de 2 ou 3 ou 4. Tournez-vous vers vos voisins. Et dans certains cas, il y aura des mises en commun, des partages. D'autres fois, pas. Ça dépend du texte, ça dépend du moment. Mais le petit carnet est toujours là et les échanges aussi. Autre façon, autre texte. Un texte que j'ai mis au programme cette année qui a beaucoup plu. Je l'avais enseigné il y a 7 ou 8 ans. J'y suis revenu avec beaucoup de plaisir. Donc, Chercher Sam de Sophie Bienvenue, que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans la rue après une suite de déconvenues personnelles assez marquantes. Et son point d'ancrage, c'est son chien. Puis un jour, il perd son chien. Donc, il faut retrouver Sam. Et là, ça, évidemment, ça les mène beaucoup à entrer dans cette lecture empathique que j'aime bien susciter. Mais pour aller dans l'interdisciplinarité, l'interdiscursivité, ben, je les amène à faire des choses qui sont pas proprement liées à l'analyse littéraire telle qu'on pouvait l'avoir avec les questions qu'on se posait plus tôt. On a un exemple ici d'un schéma relationnel que je leur propose de faire. Organiser les liens entre les personnages. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Des fois, je prends des grands rouleaux de papier, je leur donne un grand papier et avec des gros marqueurs, puis on se place en équipe, puis comment on conçoit le schéma. Donc, ils doivent parler. Un truc que j'ai fait aussi, rétablir, dans certains cas, la chronologie des événements. Dans Chercher Sam, ça aide à la compréhension. On peut aussi établir une carte, sur une carte, en fait, l'itinéraire des personnages. On peut, avec la carte des quartiers de Montréal où l'histoire se passe, mais avec une carte du Québec, quand on enseigne la chasse-galerie, voir ils sont passés par où en canot volant. Là, tout à coup, il y a des gars qui étudient pour devenir arpenteur géomètre, là, qui comprennent la carte, le sens de la carte, où est le nord. Et là, ces gars-là qui aimaient pas lire d'habitude, trouvent un intérêt, puis ils voient aussi que les autres ont besoin de leur savoir pour mieux comprendre leur texte. Et ça crée des dynamiques très porteuses. Je reviens à l'animation des tables rondes telles que je les propose. Moi, les tables rondes que je fais faire aux jeunes, elles sont assez substantielles. Je rassemble 4 à 6 personnes
c'est des tables rondes qui vont durer de 60 à 75 minutes. Et là, quand je leur dis ça, ils me disent, mais voyons, c'est... Hein? Et quand ils sortent de cette table ronde-là, ils disent, quoi, c'est déjà fini? Ça se peut parler d'un livre pendant 1 heure? Et là, je dois dire oui, puis ramassez vos choses vite parce que les autres arrivent, ils veulent pas partir souvent. Donc, la table ronde va porter sur un seul ouvrage. Là, cette année, j'en proposais 2 et ils sont rassemblés évidemment autour d'un même livre. Vous avez vu les 8 thèmes que j'avais proposés. Je leur demande de trouver de 2 à 3 citations pour chacun des 8 thèmes. Et là, ils doivent donc refaire cette lecture que j'appelle d'appropriation. Et souvent, il y en a qui vont dire à la toute fin de la table ronde, ouais, le livre c'était correct, là, quand je l'ai lu, ouais, mais là, quand je l'ai relu, là, certains vont me dire, vous me croirez pas, monsieur, là, mais j'ai pogné de quoi. Et, et, et ce travail-là, ils le font, mais la table ronde, puisqu'on a que 60 minutes, on va piger là, devant eux. Ils vont piger 2 thèmes. La table ronde va porter sur ces 2 thèmes-là. Au départ, on prend la parole, je leur demande, un peu comme si on faisait un casse-tête, de ramener un morceau de l'histoire, un fait marquant pour eux. On se refait un peu le récit. Puis ensuite, on aborde les thèmes. Et après, on va parler de ce qu'ils retiennent. Qu'est-ce que vous retenez de cette œuvre-là? Qu'est-ce qui a été marquant pour vous dans cette œuvre-là? Au départ, on s'appuie sur le texte. Et quand on veut expliquer un enjeu relationnel, le devoir de mémoire, on va aller appuyer ça sur le texte. Ça fait que là, ils lisent, là, ils ont des notes, des post-it dans les livres et ils ont vraiment marqué leur lecture. Et, et à cet égard-là, moi, cette pratique-là aussi, je l'ai beaucoup développée au fil des années à animer la lecture au prix littéraire des collégiens. Donc, pour moi, animer, ce n'est pas simplement attribuer des droits de parole aux étudiants, c'est pas se satisfaire des vocations sans renvoi au texte, ce n'est pas que de recevoir des appréciations de lecture impressionnistes qui peuvent être positives ou négatives. C'est surtout pas chercher à expliquer c'est quoi le vrai sens de l'œuvre. Vous avez sans doute vu ça, des gens dans votre vie qui vous ont dit voici ce que Rimbaud a voulu dire. On revient au texte. C'est le texte qui parle et, et ce n'est pas non plus acquiescer silencieusement à tout en étant seulement et donner la mauvaise note après. Là. C'est pas ça, l'animation. D'abord, c'est de créer un climat d'échange bienveillant. C'est de guider la discussion autour des thèmes choisis, puis quand certains s'en éloignent, ben ramener ça assez gentiment. Assurer un temps de parole équitable. Certains sont plus verbomoteurs, d'autres plus timides. Ben revenir vers la personne timide. Oui, toi, qu'est-ce que tu as retenu à propos de ce que Jérémy vient de dire? Euh, c'est quoi l'entendement que tu as du thème? Et là, on ouvre un peu. Et, et c'est leur permettre aussi de clore euh, leur, la discussion en évoquant leur propre expérience. On a des gens qui viennent de différents milieux, qui étudient dans différents programmes et dans les dernières années, on a aussi beaucoup de gens venus d'ailleurs. Dans Rue, dans l'Orangerie, on aborde les effets de la guerre et il y en a qui sont des étudiants immigrants qui ont fui des pays en guerre. Ils sont là dans la classe. Mais on est 32, on est 34. Là, quand on est 4 ou 5 ou 6 et qu'il y a eu ce climat de confiance qui s'est établi dans la discussion, ben à la fin, certains vont dire, ben moi, j'ai reconnu ça de mon expérience dans le livre et ce partage-là
va amener aussi les autres à avoir des réactions en disant, ah, ils vont prendre conscience de la chance qu'ils ont de n'avoir pas vécu ça. Cette œuvre-là leur aura permis de prendre conscience de ça aussi. Donc là, ça arrive, je l'évalue, c'est un moment, on est près de la fin de la session, tout le cheminement nous a mené à une évaluation substantielle, c'est 30% de la note de la session. Puis l'autre gros morceau, ça va être la dissertation. Mais on a préparé ça. L'idée de l'échange balisé, je le fais dès le départ en petits groupes. On le fait tout au long de la session. On, je leur donne un cadre référentiel qu'ils intègrent. Après, ils se dégagent des choses dont ils n'ont pas besoin. Et on arrive donc au maintien de tout ça. Non, c'est par là. Quelques exemples, en fait, vous pourrez lire le diaporama, mais des exemples de ce que les jeunes ont dit. Dans certains autres cours, je leur faisais faire un, un essai personnel. Euh, et ici, on voit un jeune homme en technique policière qui dit, après avoir lu La réparation de Katia Gagnon, où il y a des enjeux un peu comme dans un roman policier. Il y a eu une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle était victime de taxage à l'école. Il y a des policiers qui sont intervenus dans l'histoire. Bref, j'essaie de trouver des œuvres qui vont pouvoir aller rejoindre plusieurs personnes. Et moi, j'aime beaucoup quand il nous dit qu'il lui-même, à partir de sa propre expérience, il a retenu quelque chose d'autre qu'il avait lu dans un autre cours. Il fait référence à la police de la pensée dans 1984 et il dit ce qu'il veut faire, lui, c'est de montrer qu'un policier peut être empathique. Et là, il prend conscience de ça à travers un parcours de lecture. Je trouve ça très intéressant. Et eux, souvent, ils se disent, ah, mais c'était des lectures obligatoires, mais j'ai aimé ça. Ou certains disent, ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre jusqu'à la fin. Et puis j'ai aimé ça. Euh, cette approche de lecture empathique, elle est porteuse, mais elle a ses limites. Puis on va les voir ensemble. On s'en va vers la fin. Euh, il faut voir que le lien entre la littérature et le contenu disciplinaire d'un champ du savoir peut être indirect, ténu ou inexistant. On ne peut pas aller rejoindre la réalité de tout le monde. Un lien peut exister entre la littérature et un champ du savoir, mais ça se peut que nous-mêmes, on soit pas très à l'aise avec cette discipline-là. Et là, ce serait notre propre angle mort, ou enfin, puis on n'a pas à être à l'aise avec tout non plus. Euh, un groupe peut être hétérogène, vous savez, hein, il y a des groupes magiques, puis il y en a d'autres, heureusement, quand ça arrive, quand on a un groupe où la magie ne prend pas, heureusement qu'on a les autres groupes. On se dit, c'est pas moi, c'est pas que moi, c'est aussi elle et eux. Euh, donc ça se peut parfois, c'est ça. Et puis aussi, il y aurait un glissement hors de la compétence professionnelle qu'il faudrait survenir. Puis là, il faut avoir un garde-fou. Il faut avoir les consciences de nos propres limites professionnelles. Un exemple simple, un enseignant, une enseignante n'est pas un psychologue. Il faut pas aller là. Mais on peut aiguiller les jeunes vers des professionnels quand on constate qu'ils ont besoin davantage d'aide. Donc, si on arrive avec la fin, on reprend l'image du début avec l'interdisciplinarité, l'interdiscursivité. Il y a plusieurs cerfs-volants qui s'envolent du même livre. Et le fait de partager ça, les jeunes vont voir qu'ils sont des êtres lecteurs sensibles à l'image de ce que j'essaie d'être devant eux et avec elles et eux. Donc, comment et pourquoi enseigner la littérature? Ben, je dirais qu'en proposant des œuvres qui favorisent la prise d'expérience, puis en étant nous-mêmes devant eux comme un être lecteur sensible. Et pourquoi? Je dis ce qui est pour moi une évidence. Parce que permettre de lire et d'échanger avec autrui. Faites en sorte
mieux apprécier la littérature. C'est ce qu'on cherche à obtenir. De mieux comprendre le monde. Ça, c'est la plus-value. Et de mieux vivre avec les autres et en soi-même. Et là, dans ce temps-là, je trouve que le travail qu'on fait avec la littérature, ça, cette interdisciplinarité, puis cette interdiscursivité. Donc, si jamais vous avez le goût d'aller plus loin, il y a ces textes dont on a parlé au départ, mais celui-ci, il est en ligne sur le site de correspondance, donc vous pourrez le retrouver. Je vous remercie beaucoup.